Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle émission. C'est toujours un réel plaisir pour moi de m'inviter chez vous pour partager avec vous des clés vitales pour notre bien-être mental. L'information est la denrée rare. Nous avons besoin de l'information pour nous affranchir. Et c'est donc pour vous affranchir que nous vous retrouvons aujourd'hui pour partager avec vous les clés essentielles pour notre bien-être mental. Ça commence tout de suite et maintenant. L'inclusion des femmes dans la politique est cruciale pour assurer l'équilibre et la diversité au sein des instances décisionnelles. Bien évidemment, même si l'arène politique aujourd'hui est largement dominée par la présence des hommes, il est important que les femmes aussi y soient pour apporter leur touche afin que les perspectives et les enjeux sociétaux soient bien gérés. Et c'est donc dans cette dynamique que cette émission a été initiée et nous recevons sur cette émission une invitée qui n'est pas des moindres. Elle est dans l'arène politique, ça fait plusieurs années. Elle est ici sur cette émission pour partager avec nous des clés pour que la participation des femmes dans la chose politique soit effective et que ce que nous avons constaté, observé jusqu'à aujourd'hui ne continue plus et que l'avenir 50% hommes, 50% femmes soit une réalité. Et donc, je ne vais pas me prêter à l'exercice de la présenter moi-même. Je vais la laisser. Elle va se présenter et vous permettre de mieux la connaître. Bonjour, Madame l'invitée. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, les internautes sont impatients de découvrir qui est derrière celle qu'ils sont en train de regarder actuellement. Alors, merci de vous présenter et de permettre à nos internautes de vous connaître. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers internautes. Mon nom, c'est Todjinou Degeno Agathe Gemma. Je suis juriste, enseignante de droit et je suis ambassadrice de paix. Je suis aumônier juge de paix, conseil antidrogue. Je suis aussi conseillère municipale de la ville de Porto Novo, mais tout le monde me connaît et on sait que je suis esthéticienne et que j'ai à mon actif une école professionnelle qui forme les jeunes déscolarisés et les insère dans la vie professionnelle. Je vous remercie. Merci à vous. C'est bien sûr, ils ont déjà une idée sur qui vous êtes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le sujet qui fera objet de notre discussion, c'est la participation politique des femmes au Bénin. Alors, je voudrais vous demander si tout va bien déjà. Les hommes gèrent déjà la chose politique, et très bien d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément que les femmes soient dans l'arène politique? Merci, monsieur le journaliste. Vous demandez pourquoi est-ce que les femmes doivent être aussi dans l'arène politique, d'ores et déjà que les hommes font bien le travail. Merci bien, c'est une question vraiment que j'ai aimée. Vous savez, les hommes et les femmes sont nés égaux devant la loi. Et notre constitution ancienne et celle reprise le stipule très bien dans l'article 26 de notre constitution. Vous et moi, nous sommes nés égaux devant la loi. D'ores et déjà, on comprend que la femme et l'homme peuvent jouir des mêmes prérogatives dans la vie active. La femme a besoin d'être dans l'arène politique parce que l'homme ne peut jamais parler de la femme et de manière totale. Il faut que la femme soit là, soit présente aux côtés de l'homme pour pouvoir parler d'elle-même, pour pouvoir légiférer aux côtés des hommes
par rapport à tout ce que la femme vit et tout ce dont elle a besoin. La femme aussi comprend mieux les enfants et la jeunesse. Donc, il faut que la femme soit là pour parler au nom de la jeunesse et de façon inclusive, l'homme et la femme pourront parler et agir en la matière. En tout cas, à la lumière de cet adage-là qui dit que tout ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi. C'est ça. Tout ce que tu fais sans moi, pour moi, peut être contre moi. C'est comme ça on va dire. Ça peut être contre moi, ça peut être pour moi ou contre moi. Alors, comment pensez-vous qu'on puisse aujourd'hui encourager cette participation-là que vous souhaitez tant? Au moment où il y a plusieurs femmes qui, quand même, d'une manière non désirée, traînent toujours les pas, même si on essaie de les forcer. Comment faire pour que la femme participe à la chose politique? Comment encourager la participation? Il faut d'abord encourager la participation des femmes. Il faut éviter les stéréotypes et les discriminations sexuelles. Il faut sensibiliser les femmes à se donner à la chose politique parce que nous savons que chez nous, au Bénin de façon particulière, lorsque une femme émerge dans la politique, on dit c'est parce qu'il a eu un parrain, qui a eu un droit de cuissage et qui l'a initié et l'a amené jusqu'à ce point. Lorsque la femme qui n'est pas en politique entend ça, elle croit déjà que lorsqu'elle sera en politique, sa renommée sera entachée. Et d'office, elle se garde d'aller dans l'arène politique. De deux, il y a nos pesanteurs sociaux, culturels, qui freinent l'autonomie et l'émergence de la femme. Parce qu'il y a trop de stéréotypes qui jouent sur le mental de la femme. Il y a aussi les problèmes de grossesse précoce, vous voyez, qui envoient les femmes hors des écoles très tôt et les empêchent d'évoluer de la même manière que les hommes. Il y a aussi le fait que des parents envoient les enfants très tôt dans le mariage et bloquent ces filles dans leur évolution. Si vous voyez. Donc, il va falloir sensibiliser, continuer à sensibiliser, tant que ce n'est pas bon. Même si on en a beaucoup fait, les ONG, les OS ont beaucoup fait, on va continuer à sensibiliser nos jeunes filles, à les garder, à les maintenir à l'école pour que demain, elles deviennent des leaders politiques pour pouvoir remplacer nous autres. Ne pensez-vous pas que c'est l'influence, d'accord, de ces pesanteurs socio-culturels-là se fait beaucoup plus ressentie dans les contrées éloignées? Bien sûr que oui. Alors, qui sont ceux-là qui doivent normalement sensibiliser les femmes? Ne serait-ce pas les femmes elles-mêmes ou est-ce que ce sont les hommes qui doivent encore faire ce rôle-là pour vous? Non, pas les hommes, de façon inclusive, les hommes et les femmes. Il va falloir aller vers les chefs de couvent, les chefs religieux, tous ceux qui travaillent dans les zones reculées, dans les environnants des villes, pour pouvoir leur expliquer la quintessence de ce qu'il faut que les femmes étudient, soient autonomes et que les femmes soient protégées sur le plan sexuel aussi, sur le plan santé, pour pouvoir devenir des personnes qui pourront travailler en synergie avec les hommes pour pouvoir accéder à l'arène politique. Alors, puisque nous parlons des femmes, nous ne pouvons pas parler de la femme sans aborder le rôle important que la femme doit jouer, notamment dans le foyer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, faire cette promotion-là n'entacherait-elle pas le rôle, d'accord, de la femme au foyer? Non, pas du tout, monsieur le journaliste.
On vient de dire que les femmes et les hommes sont nés égaux devant la loi. Mais dans le mariage, il y a toujours de consensus normalement. La femme n'est pas née pour rester à la maison seulement. Ces ères-là sont révolues. La femme travaille, la femme sort. Et vous allez voir que dans des écoles, il y a des femmes qui travaillent mieux que les hommes. Et des jeunes hommes. Quand vous allez dans les services, vous allez voir que là où il y a de l'argent, la femme gère mieux que l'homme. Est-ce que vous constatez? Donc, la femme a besoin d'aller dans l'arène politique et de façon équilibrée d'ailleurs. De façon équilibrée. D'ores et déjà que nous sommes nés égaux devant la loi, pourquoi est-ce qu'on va mettre 3 mères dans tout ce Bénin, 3 femmes mères dans tout ce Bénin, sur autant de nombre de mères hommes? Vous voyez. Donc, il y a un déséquilibre total. Quand vous prenez nos ministres, regardez autant d'hommes qu'il y a, le nombre de femmes qu'il y a, c'est très déséquilibré. Et quand vous allez dans d'autres pays déjà, ça change. Parfois, on a 30%, parfois, on a 50%. Le zinzin, il y a le principe zinzin qu'on a toujours prôné au Bénin, mais ça n'a jamais marché. Mais je sais que ça va marcher et je tire une fière chandelle à mon président, Patrice Athanase Guillaume Talon, qui n'a ménagé aucun effort lors des législatives passées pour révéler la gente féminine. Est-ce que vous avez constaté que c'est bon, non? C'est bon, parce que les autres pays nous regardent. Ils nous regardent. La femme est l'être nominé par Dieu. Parce que c'est par la femme que l'homme ou la femme vient au monde. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme n'est pas à reléguer au second rang, au dernier rang. La femme n'est pas une serpillère. Quand vous travaillez ensemble avec la femme, vous allez voir qu'avec la grâce que Dieu lui a donnée, ça marche toujours. Et vous le savez mieux que moi, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle à nos internautes que lorsque vous parlez du principe zinzin, c'est-à-dire principe d'égalité, 50%, 50%. Principe d'égalité, 50%, 50%. Voilà. Et au moins 30%. Et après, on va monter. Alors, puisque vous abordez le concept d'égalité, parlez-nous un peu de comment est-ce que vous, en tant que femme politique, et pas des moindres d'ailleurs, vous arrivez à assurer cet équilibre-là entre boulot et foyer. La femme aux casquettes politiques et celle aux casquettes de femme de foyer. Par rapport à moi, vous voulez dire? Ouais. Oui. Partagez-nous votre expérience. Sans être femme politique, Oui. j'ai toujours travaillé de façon multidimensionnelle. De façon multidimensionnelle, et j'ai toujours pris mes précautions. Depuis lors, j'ai des gens qui travaillent avec moi, et quand moi je gagne, je les paye. Donc je distribue ce que je gagne avec ces gens-là. La mémé qui est avec moi à la maison, elle a déjà fait 16 ans avec moi, par exemple. Donc, il suffit de savoir gérer, de savoir s'organiser, de donner de l'amour à son homme et à ses enfants. L'homme n'est pas difficile. Quand l'homme se sent aimé et que vous mettez un peu d'humilité dans votre vie, l'homme vous donne tout ce dont vous avez besoin. C'est comme ça. Donc, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer son homme. Il faut savoir gérer les enfants. Quand mes enfants étaient petits, par exemple, tous les soirs, quand je revenais du boulot, on restait ensemble et j'ai développé l'amour dans ma famille. Moi, je n'ai pas eu de problème par rapport à l'homme qui va me dire « ne va pas en politique, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Mon homme, il est vraiment en équilibre avec moi. Et je lui tire une fière chandelle aussi à M. Afoutou Jean, que les gens connaissent ensemble avec moi. Et la femme qui doit aller en politique et qui veut aller en politique, il faut savoir manager, il faut savoir mettre de la synergie, il faut savoir donner beaucoup d'amour et donner de la valeur à son homme.
Où est-ce que vous avez appris tout ça, sachant bien que l'école béninoise, selon les curricula de formation, on ne nous inculque pas ça dès la base. Vous avez eu ces notions-là comment? Ces notions, je les ai eues de moi-même. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, si on a accepté de rester ensemble, pourquoi ne pas collaborer, coopérer pour que le meilleur soit? Mais je voudrais dire que, de façon basique, je suis née d'une famille pleinement religieuse. Donc, j'ai eu une éducation religieuse qui a beaucoup joué sur moi. Paix aux âmes de mes parents qui m'ont donné cette éducation religieuse et qui m'a permis de grandir aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui, vous devez conseiller la jeune génération, les filles qui sont encore au niveau peut-être primaire, Au primaire, oui, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à la participation politique? ok. Je vais stratifier un peu. Je vais parler des enfants dont vous avez parlé. Je dis toujours aux enfants, aux garçons, que de bien travailler. S'ils travaillent bien, ils pourront être épanouis demain. Mais je dis surtout à la fille, si tu ne veux pas devenir serpillière demain, travaille plus que l'homme qui est dans ta classe. Comme ça, maintiens-toi aussi. Donc, les jeunes filles, il faut tout faire pour les aider à gérer leur puberté, par exemple. Il faut les aider à gérer leur puberté, à être dociles. Et il y a un comportement que la maman doit avoir, c'est-à-dire de les mettre contre son cœur et de les accepter pour que les filles ne prennent pas pour amis leur conseiller spécial. Ce que vous voyez. Donc je vais leur dire, demain vous allez garder ce pays quand peut-être nous on ne sera plus là. Travaillez pour être autonome, pour avoir du travail. Quand vous avez de l'argent, quand vous êtes vous-même, vous allez pouvoir gérer ce pays. C'est ce que je leur dis. Merci. Évitez les grossesses précoces. Évitez les grossesses, évitez d'aller vers les hommes. Alors justement, parlant de cette ouverture que vous venez de faire, la grossesse précoce, aujourd'hui, nous constatons que les filles aujourd'hui font rapidement recours à l'avortement clandestin, etc. Alors qu'il y a une loi qui interdit cela et qui favorise même l'avortement sécurisé. Quel est ce conseil-là que vous avez à l'endroit de ces filles-là qui tuent peut-être les futurs présidents de demain à travers l'avortement non sécurisé? L'avortement non sécurisé, l'avortement volontaire, Oui. interruption volontaire de grossesse. D'ailleurs, dans ce déjà que j'ai dit, n'allez pas vers le sexe très tôt. Il y a déjà une barrière là. Mais après cela, l'État, le droit positif béninois, le test 2021-12 autorise l'avortement sécurisé dans des cas spécifiques. Lorsqu'il s'agit d'une relation d'inceste, c'est-à-dire de parents directs à fille, soit que ce soit l'oncle, le père ou les grands frères, ça existe. Dans ces cas, est-ce qu'on va laisser pérenniser les stigmates que cette fille a eus? Parce que c'est sûr que ça lui a fait mal. Elle est dérangée par les stéréotypes. À l'école, elle est dérangée. Donc, l'État a autorisé qu'on interrompe de façon volontaire et sécurisée, de façon médicale, ces genres de grossesse. À part l'inceste, il y a les relations issues de viol. Déjà, la fille est traumatisée. Et c'est sûr que l'enfant qui va sortir de cette relation de viol
ne sera pas aimé par l'enfant, par la mère. Par la mère. Donc la mère déjà procrée un enfant qui n'est pas équilibré parce qu'on ne lui aurait pas donné de l'amour. Et ainsi donc, la loi autorise aussi ces genres d'avortement sécurisé. D'autre part, lorsque la grossesse porte préjudice à la santé de sa mère, de la mère, et à la santé de l'enfant, ou les deux vice-versa, on peut aussi interrompre de façon médicale et sécurisée. Vous voyez, il y a les grossesses extra-utérines aussi qu'on peut interrompre de cette manière. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors, quels sont, à votre avis, les services spécifiques que vous pouvez recommander? Je vais d'abord parler de la légifération en la matière. Dans notre pays, le droit positif, je viens de le dire, autorise par la loi 2023, en son article 14, l'interruption dont nous parlons et protège la femme contre toute stigmatisation en la matière. Nous allons aussi parler de la loi par la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, le CEDEF, qui a été conçu en 1979 à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, il ne doit plus avoir de discrimination, de stigmates, de stéréotypes envers la femme. La jeune fille qui écope de tout ça peut aller intenter un procès contre celui qui la stigmatise, si vous voyez. Donc, à part ces deux lois, il y a aussi le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo en 2023 a aussi travaillé en la matière et a légiféré la possibilité à la femme de jouir de son corps, la possibilité de choisir son conjoint, la possibilité d'opérer des avortements sécurisés et aussi la possibilité d'avoir l'autonomie de son corps. S'il y a ce texte de loi qui protège la femme en la matière, pourquoi ne pas aller vers les services qui travaillent par rapport à la santé de la jeune fille ou la mère? Donc, vous avez demandé quels sont ces services. Il y a les services de planning familial, les services de planification. Ces services planifient quand vouloir tomber en grossesse, quand ne pas vouloir, et à qui faire un enfant, et ainsi de suite. Parlons justement de planification. Oui. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que beaucoup de filles s'inquiètent d'abord pour les conséquences, les effets secondaires de ces méthodes-là. Est-ce que vous n'allez pas... Non, je ne pense pas, parce que à chaque type de femme correspond ses besoins de planification. Et lorsque vous allez chez les professionnels de la chose, ils savent ce qui va pour telle personne, celle qui est corpulente, celle qui est moins corpulente, celle qui a tel âge ou pas, et ils savent renseigner et faire le travail. On pas d'inquiétude à avoir. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les stéréotypes qui freinent les gens à aller vers ces services. Pour compléter, nous allons parler des services des soins de santé obstétricale. Ça, nous voulons parler de l'assurance d'un suivi médical adéquat pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Vous voyez. Comme service aussi, il y a les services pour prévenir pour traiter les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. On en sait quelque chose. On peut aussi parler des services d'avortement sécurisé dont on parle, que l'État va multiplier
pour que les femmes soient à l'aise. Il y a les maternités aussi. Les maternités aussi. Pour en finir. Mais je voudrais aussi spécifier qu'il faut aussi développer et rapprocher ces services des milieux éloignés. Il faut aussi créer des services de psychologie pour traiter les femmes qui ont déjà écopé de stéréotypes ou de stigmates, les femmes qui ont été violées, pour qu'on puisse parler avec eux, travailler avec eux, pour pouvoir les réinsérer. Est-ce que vous voyez? Donc, merci donc. Ces services sont nécessaires pour la gente féminine. Merci beaucoup à vous, Madame Germa. Nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cette émission. Et je voudrais vous demander si vous avez un mot à l'endroit de cette jeune génération qui nous suit actuellement. Oui, j'ai des mots. Vous savez, nous sommes dans le mois d'octobre qui est réputé être le mois rose. Ça veut dire le mois dans lequel on vulgarise les tests, on vulgarise les sensibilisations, on multiplie pour pouvoir parler du cancer, des formes de cancer, cancer d'utérus, cancer des seins, cancer de prostate, ainsi de suite. Donc, je voudrais rappeler à tout le monde, les parents, les jeunes filles, les femmes, de se faire dépister. Parce que lorsqu'on se fait dépister, on arrive à appréhender le mal et l'arrêter. Beaucoup ne savent pas que c'est comme ça. Donc, travaillons, sensibilisons pour que le cancer ne ravage pas notre population juvénile ni les femmes. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour toutes ces réponses et merci à vous également, chers internautes, qui avez suivi de bout en bout cette émission. La question de la participation des femmes à la chose politique est une question très importante et je pense que vous avez reçu tous les éléments de réponse, les clés pour que les stéréotypes ou les pesanteurs socioculturels ne continuent pas à jouer un rôle négatif dans l'élan des femmes en ce qui concerne la chose politique. Cette émission a été une idée originale du réseau des femmes leaders pour le développement et a été réalisée par l'équipe technique de Canal Innovation Bénéplus. Je salue au passage tous les cadres qui me fixent de regard et je dis bon mois de novembre à chacun et à tous. À très bientôt pour une nouvelle émission.